Des années plus tôt, Léla, âgée de 12 ans, était dans un train, attachée à la mémoire de la dernière promesse de ses parents, de visiter le parc quand les fleurs fleuriront au printemps. Le printemps ne reviendra plus jamais, et cette promesse persiste dans son esprit à mesure que la dernière chaleur de sa vie change complètement. Dans la maison de sa tante, les enfants la harcèlent jusqu'à ce que des ecchymoses se forment sur sa peau, et personne n'intervient quand son oncle est furieux, surtout après avoir perdu de l'argent aux tables de jeu. Dans une autre maison, elle s'humilie et promet l'obéissance, prête à tout pour rester, mais elle est renvoyée une fois de plus. Avec le temps, l'abandon commence à se sentir ordinaire, même venant de sa propre mère. Finalement, un parent refuse de la garder, mais lui remet un papier avec un nom, lui indiquant de trouver Belle. Ce nom unique devient son prochain espoir et destination. Elle monte à bord d'un train qui traverse la frontière de la Vida, la ville où elle est née et a grandi, à Belle. Quand elle arrive, un sentiment calme de connexion la réchauffe, sachant que c'est le lieu de naissance de son père, et elle est reconnaissante de pouvoir parler l'accent berger. Alors qu'elle cherchait l'adresse, elle s'est approchée d'un posteur pour obtenir des conseils. Et elle a lu le nom sur le papier, il l'aimait, et comme il se dirigeait lui-même, il lui a dit de le suivre. En chemin, elle a remarqué le grand manoir du duc et s'est demandé quel genre de vie Bill l'aimait mène en tant que jardinier dans un endroit aussi magnifique. Elle confirme son identité et se présente comme Léla Lula. Alors qu'elle lutte pour expliquer pourquoi elle est venue, le facteur de poste remet la lettre à Bill. La lettre révèle qu'elle est la fille d'Albert Lewell. Elle explique le départ de sa mère après une liaison, la descente d'Albert dans l'alcool, sa maladie et sa mort. Elle détaille comment elle a été transférée entre des parents qui la traitent mal et déclare que la famille de l'expéditeur est trop pauvre pour prendre soin d'elle. Bien qu'il soit libre de l'envoyer dans un orphelinat s'il refuse, Bill est surpris. Bien qu'il soit parent, il n'a jamais connu son père. Divorcé et financièrement stressé, il ressent le poids d'une responsabilité qu'il n'a jamais demandée. Pourtant, en regardant sa petite figure mince debout avec une seule valise, la situation devient impossible à comprendre. Elle lui dit qu'elle va bientôt avoir 12 ans et qu'elle peut lire et aider si nécessaire. Après le travail, il la ramène à la maison. La maison tranquille lui indique clairement qu'il lui offre de la nourriture et la regarde manger, notant son petit appétit mais insistant sur le fait qu'elle finisse. Sa gratitude le dérange, révélant à quel point elle n'a jamais été gentille. Bien que sa situation financière soit difficile, il commence à réfléchir sérieusement à ce que cela signifierait de la laisser rester. Cependant, il lui dit de rester à l'intérieur jusqu'à ce que sa résidence soit entièrement décidée. Le lendemain matin, elle lui demande timidement si Bill a bien dormi, et il lui répond. En le voyant préparer le petit déjeuner, elle lui offre tranquillement de porter les plats à la table. Après avoir mangé, elle le remercie sincèrement, mais il insiste pour qu'elle en mange plus, et un petit sourire content se répand sur son visage. Certains ont des doutes dans leur voix. Ils le trouvent inhabituel, puisqu'il a vécu seul depuis si longtemps après le décès de sa femme. Les rumeurs sur l'incapacité de sa femme à avoir des enfants réapparaissent et il se demande comment un homme comme lui pourrait élever une fille. Pourtant, on suggère qu'il pourrait être étonnamment bon à cela, étant donné son talent naturel de cultiver des fleurs. Après tout, il est le propriétaire du manoir. Cependant, d'autres affirment tranquillement que les fleurs et les enfants ne sont pas la même chose. Léla s'habitue progressivement au terrain et aux gens qui s'y trouvent. Elle offre à une servante un petit bouquet de fleurs, et en retour elle reçoit des biscuits, remerciant poliment la servante. Pendant ce temps, chaque fois que quelqu'un demande à Bill à propos de la fille, il répond vaguement qu'il y réfléchira. Il lui explique clairement qu'elle ne peut pas rester indéfiniment, et qu'il doit décider de son avenir. Le printemps arrive, et il devient courant de la voir se déplacer aux côtés de Bill, en aidant à de petites tâches et en apprenant de lui. Malgré sa présence, de nombreux employés croient toujours que Bill ne convient qu'à prendre soin des fleurs, pas d'un enfant. Les visiteurs commencent à venir plus souvent. Quelqu'un apporte des biscuits et du pain restant de la soirée de thé de la nuit précédente. Quand il proteste contre cela. Avec le temps, il remarque que les gens semblent l'utiliser comme une excuse pour venir à la maison. L'un apporte des vêtements, l'autre apporte des livres, et même des dames qui n'ont jamais visité auparavant arrivent maintenant. Certaines apparaissent simplement sans aucune raison, et il le trouve légèrement gênant. Une dame explique que c'est parce que Léla est belle. Elle remarque qu'il est agréable de voir la jeune fille courir à travers la forêt et les jardins comme un petit écureuil. Elle remarque aussi qu'il y a longtemps que le territoire du duc n'avait pas eu une maison remplie d'une joie aussi vivante. Elle rappelle à Bill que le petit duc avait été tout comme elle dans ses années. Soudain, la dame remarque Léla grimper un arbre et exprime sa surprise. Bill explique calmement que quelqu'un lui a appris que savoir grimper est utile. Et la dame le questionne fortement, mais il insiste sur le fait qu'il l'éduque correctement. Elle soutient que, en tant que fille, Léla devrait être traitée. Bill répond fermement mais doucement qu'elle va bien, tant qu'elle mange bien et dort bien. Quand on lui demande à nouveau son avenir, il se tait. Ce silence les fait penser qu'elle sera finalement envoyée dans un orphelinat.
Il réfléchit attentivement à l'endroit où elle pourrait aller sans se blesser à nouveau. L'été arrive, et sous ses soins chaleureux, Léla continue de croître. La forêt change avec chaque jour qui passe. Les plantes portent des fruits mûrs, doux, et les animaux se promènent plus loin avec le vent chaud. Alors qu'elle regarde la lumière du soleil danser à travers la surface de la rivière Chulta, elle ressent un sentiment de liberté, comme si c'était le cauchemar de Lovita. Elle s'asseyait souvent sur son arbre préféré et écrivait dans son carnet de notes tout ce qu'elle voyait et ressentait. Elle enregistrait soigneusement chaque jour, voulant préserver ses souvenirs au cas où sa vie se compliquerait à nouveau. Elle devrait se préparer. Son expression tombe légèrement, mais il la rassure qu'ils ne vont qu'acheter des vêtements. Le duc revient bientôt, il semble impropre qu'elle le salue autrement. Sur le chemin, elle demande au duc. Bill explique que le duc passe ses étés à Harvey et qu'il revient maintenant que la saison est terminée. Il mentionne que même à 18 ans, le duc assiste toujours à l'église. Elle est surprise par son âge scolaire, et il ajoute par hasard que le duc est devenu duc à son âge. Finalement, le jour de l'arrivée du duc arrive. Il descend de son char, et les employés le saluent respectueusement avant de le guider vers le manoir. Elle est désemparée et semble satisfaite d'essayer quelque chose de classique après si longtemps. À Humanoir, les employés sont prêts à l'accueillir comme il se doit. À Humanoir, les employés sont attentifs, tous abordés, et Léla se demande pourquoi tout le monde semble si tendu et nerveux. La grand-mère le salue chaleureusement, et il l'embrasse ainsi que sa mère, et remarque à quel point il est grand. Il traverse le manoir, et Léla se demande tranquillement pourquoi personne d'autre ne salue le duc. Bill explique que les salutations formelles sont prévues pour le lendemain. Il ajoute que le duc aime la chasse, ce qui la surprend. Elle se demande pourquoi il chasse alors que le manoir a déjà plus que suffisamment de nourriture, et il explique que c'est un passe-temps pour les nobles, notant que les oiseaux sont les cibles les plus difficiles et les plus intéressantes. Une semaine plus tard, Léla se promène dans les arbres, écoutant les doux sons de la forêt. Elle découvre que les œufs qu'elle a observés ont finalement éclos. Elle trouve les oiseaux en bas âge absolument adorables et note qu'ils devraient attendre que leur mère revienne avec de la nourriture. Le spectacle rappelle le souvenir de demander à sa propre mère si elle devait l'attendre avant de manger. Soudain, apparaît un oiseau plus grand, qu'elle suppose être la mère, et elle grimpe soigneusement vers le bas. Elle se demande s'ils vont bientôt voir les petits voler et veut en parler à son nom. Quelqu'un s'approche à cheval. Elle espère qu'il passera, mais il s'arrête et se détend près de l'arbre sur lequel elle s'est accrochée. Elle l'observe de près, presque perdant son équilibre, mais réussit à s'arrêter. L'homme lève rapidement son arme, ciblant dans sa direction. La peur l'emporte et elle explique à toute hâte qu'elle s'est précipitée. Elle lui dit son nom, saute et commence à courir. Bill la remarque et l'appelle, demandant ce qui s'est passé. Elle explique qu'elle a rencontré dans la forêt un homme grand, aux yeux bleus perçants et une voix qui lui rappelait un oiseau d'eau. Elle sourit doucement, se rendant compte qu'elle a rencontré le duc Erard à la chasse dans la forêt. Soudain, ils entendent son nom de nouveau appelé, suivi du rapport fort d'un coup de feu. Léla gèle dans le choc, mais Bill la calme rapidement et insiste pour qu'ils rentrent chez eux en toute sécurité. Il se comporte avec la dignité et la retenue de la plus haute aristocratie, loué par tout le monde comme le chef-d'œuvre de la lignée Erard. Tous ceux qui l'entourent le traitent avec sincère attention et admiration, à l'exception de Léla, qui le voit différemment. Ce jour-là dans la forêt, d'innombrables oiseaux ont perdu la vie sous sa cible. Pour lui, plus l'oiseau est petit, plus la cible est difficile et fascinante. Léla remarque que l'oiseau mère est parti et que les poussins faibles sont morts. Elle se demande si elle aussi pourrait se retrouver seule. Bill travaille à proximité sous le soleil chaud, mais chaque fois qu'elle insiste pour le rejoindre, il lui dit doucement de se reposer sur le tapis, de manger des pêches si elle le fait. Elle accepte à contre-cœur ses conseils. Peu de temps après, un garçon qui passe par là s'arrête et la salue. Il lui demande si elle y vit et elle l'affirme en disant qu'elle reste chez l'oncle Bill. Et il explique qu'il est en visite avec son père, le médecin de famille, qui assiste à l'examen de Dowager Erard ce jour-là. Le silence tombe brièvement entre X. Et elle lui demande son âge aussi. Elle répond et il note qu'il est. Et elle remarque qu'elle semble petite, mais elle souligne qu'elle est la mère. Il rit et admet qu'il est le plus grand de sa classe, mais toujours petit par rapport à l'oncle Bill, qui surpasse tous les adultes. Ils discutent confortablement et il fait remarquer à quel point c'est agréable sous là. Elle se demande s'il est réticent à partir, et en réponse, elle prend un couteau, coupe un poisson en deux et lui en offre un.
Elle remarque qu'elle semble triste et demande pourquoi. Elle lui raconte que le duc chasse des oiseaux pour le sport. Il le considère comme normal, mais la rassure qu'il a pitié des animaux et ne participe pas à de telles activités, ce qui l'amène à décider silencieusement qu'il est une bonne personne. Elle lui offre un autre poivre. Il accepte, en commentant sa douceur. Il s'est présenté comme Kyle Hetman et Leila a accepté sa poignée de main. Il a dit qu'il avait été agréable de la rencontrer et a promis qu'il jouerait à nouveau. Il a aussi promis de lui apporter quelque chose de délicieux la prochaine fois. Leila se demande s'ils se verront à nouveau, sachant qu'elle pourrait bientôt partir. Kyle lui explique qu'ils ont le même âge, et sa mère se tourne pour jeter un coup d'œil attentif à Leila. Peu de temps après, il appelle, et Leila court à sa rencontre, ses petits pieds faisant à peine un bruit sur le sol. Il lui demande s'il a faim, et elle lui raconte rapidement ce qu'elle a mangé. Elle mentionne aussi qu'elle a rencontré un garçon plus tôt. Soudain, il voit le duc et ses hommes en train de discuter de leur chasse. Une vague de tristesse familière la couvre à nouveau. Bill salue le duc avec politesse, notant qu'il y a longtemps. Il s'excuse et explique qu'il aimerait que Leila reste à Harvey pour le moment. Bien qu'il ait déjà demandé la permission des deux duchesses, il pense qu'il serait irrespectueux de ne pas consulter le duc aussi. Un des hommes demande s'il s'agit de l'enfant qu'ils ont vu dans le bois, et le duc se souvient de la jeune fille accrochée à l'arbre. Il signe la tête en approuvant, et il marche. Leila garde le regard fixé sur l'oiseau que l'un d'eux porte, perdu dans la pensée, jusqu'à ce que Bill lui rappelle doucement. À la maison, une fille nommée Claudine s'assoit à la table, soupirant doucement. Elle admet qu'elle a été seule et ennuyeuse. Les autres suggèrent d'aller jouer avec les garçons, mais elle proteste, disant qu'ils la traitent comme si elle n'était même pas là. Claudine demande soudainement à propos d'un enfant qu'elle a vu, et insiste sur le fait qu'elle veut jouer avec elle. Missy Serra refuse d'abord, expliquant que la fille est un orphelin de l'étranger, et n'est pas destinée à être son compagnon de jeu. Claudine insiste, affirmant que jouer avec la fille serait mieux que jouer avec un chiot. Sa mère l'observe incrédule. Missy Serra sonne une cloche, ordonnant au personnel d'amener l'enfant. Une servante s'approche de Bill pour l'informer, et il est surpris, lui demandant pourquoi. Et la servante explique qu'une jeune dame de la famille Brandt a spécifiquement demandé de jouer avec Leila. Bill se demande pourquoi un noble de haut rang se soucierait d'un orphelin, mais Leila se préoccupe rapidement. Quand elle arrive, Leila remarque que mademoiselle Erard est remarquablement belle. La femme l'appelle une enfant adorable et demande à Claudine si elle l'aime, à quoi Claudine répond avec un joyeux oui. Dans ce monde de vêtements élaborés et de manière formelle, il semble que personne ne considère généralement ses sentiments. Missy Serra appelle ensuite les servantes et donne des instructions claires et fermes. Ils conduisent Leila dans une chambre luxueuse qu'elle n'a jamais vue auparavant. Là, elle est baignée dans une salle de bain luxueuse habillée en douceur. Le toucher est un peu inconfortable, mais elle le supporte, sachant que c'est l'ordre de Madame Erard, et que toute erreur pourrait causer des ennuis à Bill. Une servante lui rappelle que Claudine est la fille du comte Bran, et qu'elle doit se comporter avec soin en sa présence. Claudine, il la salue chaleureusement et l'invite à entrer. Entre et Claudine lui demande immédiatement son nom. Claudine semble surpris, admettant qu'elle pensait que Leila était plus jeune depuis qu'elle est si petite. Leila pense en elle-même que c'est la deuxième fois qu'elle entend cela aujourd'hui, mais elle décide de le supporter pour l'amour de l'oncle Bill. Bientôt, Claudine lui demande si elle peut jouer du piano. Leila répond non, notant silencieusement qu'il est temps pour elle d'en voir. Encore une fois, elle admet n'avoir jamais essayé aucun d'entre eux. Claudine dégoûte, réfléchit un moment, puis déclare que Leila n'est qu'un enfant qui ne sait rien. Elle dit qu'elle a attendu en vain, espérant que Leila serait amusante, mais maintenant elle pense qu'elle n'est pas meilleure qu'un chiot. Seule, Leila sent le besoin de rentrer chez elle chez l'oncle Bill, mais elle hésite, se demandant si Claudine pourrait revenir. Bientôt, une servante apparaît et lui donne une pièce de monnaie. Leila décide de ne pas s'attarder sur les paroles sévères de Claudine. Soudain, elle entend son nom et se retourne pour voir Claudine accompagnée de deux garçons. Elle se sent soulagée que le duc n'est pas avec eux. Claudine lui dit au revoir, partant en hâte. Peu de temps après, Leila trébuche et tombe. Levant sa tête, elle voit le duc debout, son regard pointé et froid, comme si elle était une fille. Pendant un moment, le coin de ses lèvres rouges se croule, mais alors il se rend compte de ce qui se passe, et la douleur persistante qui l'avait emporté commence à s'évanouir. Les mots de Claudine, elle n'était pas meilleure qu'un chiot, ont écho dans son esprit. Elle se retirait en larmes. Elle courait à travers la forêt, la chaude lumière du manoir la guidant. En voyant la maison, une nouvelle compréhension s'installait sur elle. La douleur dans sa poitrine, la serrure dans sa gorge, et la tristesse. Le lendemain, il lui demande si elle a l'intention d'aller dans la forêt. Elle secoue la tête en disant qu'elle restera à la maison. Il signe la tête, comprenant. Cela fait 2 jours qu'elle a visité le manoir principal, et elle est restée inhabituellement calme, restant dans sa chambre la plupart du temps. Avant qu'il ne mange,
Léla lui remet soigneusement la pièce qu'elle a reçue. Bill la prend, se rendant compte pourquoi elle est si déprimée depuis son retour. Il lui demande pourquoi elle lui la donne. Elle lui explique que l'argent est trop grand pour elle. Mais même s'il est petit, elle veut lui rendre pour tout ce qu'il a fait pour elle. Bill la regarde, se souvenant de la soirée où elle est rentrée à la maison. Il avait soupçonné qu'elle avait fait une tâche ménagère qui aurait pu lui causer des blessures, mais a fait semblant de ne pas le remarquer, ne voulant pas la faire pleurer. Maintenant il lui dit de la garder. Elle la méritait. Il explique que c'était un travail qui impliquait d'aider un aristocrate qui était âgé. Léla est extrêmement surprise. Bill sourit et la félicite, disant que l'entrée dans le monde de l'adulte arrive parfois tranquillement, sans avertissement. Elle hésite, se demandant si elle ne peut pas gagner sa vie seule la rend adulte. Elle pense que c'est juste une pièce d'or. Mais il souligne que beaucoup de gens ont du mal à gagner même une fraction, puis il lui offre de la nourriture en abondance et lui rappelle qu'il aime les enfants qui mangent de tout leur cœur, comme une vache. Léla demande si bien manger l'aidera à devenir plus grand. Elle admet que c'est juste qu'elle a l'air trop minuscule. Il lui donne du jus de pomme et lui demande s'il peut acheter un carnet et des crayons de couleur. Puis elle lui demande s'il veut acheter quelque chose. Quand il plaisante à propos de quelque chose de cher, elle promet qu'elle gagnera plus pour l'obtenir. Bill sourit, notant qu'il attend avec impatience. Il pense qu'elle est une enfant brillante et charmante. Elle n'a pas encore atteint sa taille, mais elle deviendra une très jolie jeune femme. Pourtant, il ne peut pas se débarrasser d'une inquiétude. La beauté peut parfois être comme un poison pour une femme dans des circonstances difficiles. Si elle vagabondait sans direction, elle aurait facilement des ennuis. Il veut l'envoyer quelque part en toute sécurité. Des jours passent et Bill continue de réfléchir à la raison pour laquelle il ne peut pas la laisser grandir ailleurs tout en la gardant en sécurité. Les vêtements nouvellement achetés deviennent légèrement cramponnés à mesure que la fille rayonnante fleurit en pleine floraison. Maintenant, Léla a 18 ans. Ça est beau. Tout comme la rose que Bill a soignée soigneusement pendant toutes ces années. Néanmoins, elle reste ici à Harvey, toujours avec Bill, son fidèle frère. Léla ramène à la maison un petit panier de framboises mûres et les montre avec enthousiasme à l'oncle Bill. Elle se réjouit en notant qu'il s'agissait d'une récolte merveilleuse et mentionne qu'elle prévoit d'aller en recueillir plus le lendemain, dans l'espoir de les transformer en confiture à framboises. Bill lève un sourcil, la taquine doucement et lui demande si elle envisage de créer une entreprise de confiture. Puis elle lui remet les pêches qu'elle a aussi choisies et il rit doucement, remarquant que l'été a dû revenir, en voyant à quel point les pêches ont poussé. Léla ressent un peu d'excitation dans sa poitrine, heureuse qu'il remarque les petites choses qu'elle fait. Ce soir-là, elle reste éveillée dans sa chambre, en lisant tranquillement à la lueur douce d'une lampe. Les examens sont juste autour du coin et elle remarque que ses yeux s'épuisent plus rapidement qu'auparavant. Elle pense à économiser assez d'argent pour acheter une paire de lunettes, sachant qu'elles vont l'aider à mieux étudier. Ses pensées vont jusqu'aux framboises dans la forêt. Elle imagine les ramasser toutes et faire suffisamment de confiture pour vendre, dans l'espoir de gagner un peu de revenus pour elle-même. Bill entre à l'intérieur. Il lui demande avec douceur pourquoi elle n'est pas encore allée se coucher. Elle lui explique qu'elle fait de son mieux, mais qu'elle lui rappelle de ne pas trop travailler. Elle accepte son conseil avec obéissance, se sentant à la fois réconfortée et motivée. Il y a quelque temps, Bill a décidé de l'envoyer à l'école. Malgré les protestations de ceux qui l'entouraient, beaucoup se demandaient pourquoi une fille orpheline avait besoin d'une éducation, arguant que même si elle continuait à vivre dans le manoir, elle pourrait finalement se marier dans une famille propre ou travailler comme domestique pour le duché. Bill a ignoré leurs objections, croyant fermement que Léla méritait l'occasion d'apprendre et découvre lentement plus sur le monde étrange au-delà des murs du manoir. Et il lui répond toujours chaleureusement, lui disant qu'elle grandira et deviendra une adulte remarquable. Déterminée à devenir cette adulte exceptionnelle, Léla décide d'exceller dans ses examens, considérant cela comme la première étape pour rembourser Bill pour tout ce qu'il a fait pour elle. Elle sait que le duc reviendra bientôt, maintenant qu'il est diplômé de l'université et a été affecté officier de l'armée, suivant la tradition familiale de l'Académie militaire royale. Il n'a pas visité Harvey depuis l'été il y a 2 ans parce qu'il a servi sur les lignes de front d'outre-mer. Maintenant, en pensant à son retour, elle se souvient du son éloigné des coups de feu qui échoient dans la forêt. Pendant les vacances, une de ses amies parle avec enthousiasme d'aller en vacances avec sa famille et demande des plans de Léla. Elle admet qu'elle n'a pas encore décidé. Bientôt, son amie pointe vers un personnage familier à proximité, et Léla se tourne vers Kai. Il lui fait un geste chaleureux, et elle lui fait un geste de retour avant de dire rapidement au revoir à ses amis et de courir vers lui. Elle le provoque, lui demande pourquoi il est venu jusqu'ici, et suggère qu'il aurait pu être plus à l'aise s'il était venu chez elle plus tard. Ses coéquipiers, debout à proximité, murmurent de son absence, notant qu'il va à nouveau voir cette fille. Alors qu'ils marchent ensemble,
Kyle admet qu'il a couru aussi vite qu'il pouvait pour l'atteindre et commente à quel point la journée était chaude. Puis il lui demande si elle voudrait manger de la crème glacée, et elle est heureuse d'accepter. Après, elle suggère de passer à la librairie pour voir un livre qu'elle a toujours voulu, et il signe d'accord. En attendant, ses coéquipiers secouent la tête, murmurant qu'il devrait être rappelé de venir à l'entraînement du club le lendemain, où il pourrait le retirer définitivement de l'équipe. Dans la librairie, Leila lui montre le livre qu'elle veut. Elle parle avec enthousiasme des oiseaux migrateurs qui reviennent pour la saison, expliquant qu'elle veut écrire et documenter les différents types d'oiseaux qu'elle observe pendant ses vacances. Leila remarque qu'il le regarde, et elle demande en silence s'il veut lui dire quelque chose. Il secoue la tête, le nie, puis change rapidement le sujet de la conversation. Elle insiste pour qu'il rentre chez eux, mais Kyle hésite. Dans son esprit, il pense que ce n'est pas le bon moment pour se confesser parce qu'il ne sait pas encore ce qu'elle ressent pour lui. Se précipiter dans une confession pourrait la rendre mal à l'aise, et il ne veut pas risquer leur amitié. Pourtant, il se sent impatient chaque fois qu'il la voit devenir de plus en plus belle jour après jour. Il veut être patient, voulant la voir. Honnêtement, il se demande s'il est même nécessaire de commencer par le mot amant. Ils se connaissent depuis si longtemps, et peut-être serait-il préférable de devenir un couple immédiatement, comme un mari et une femme qui sont à l'aise l'un avec l'autre et vivent d'une manière que personne d'autre ne pourrait. Dans son cœur, il décide qu'aucune mariée au monde ne serait jamais plus belle que lui, la femme de Kyle Ettman, Leila Ettman. Elle se moque, se demandant si c'est parce qu'elle a échoué à son examen de géométrie. Kyle fait semblant d'être choqué, tandis qu'elle lui rappelle qu'il ne comprendrait pas puisqu'il obtient toujours des notes parfaites en géométrie. Il la poursuit en riant et lui dit qu'ils devraient aller ensemble. Alors qu'il marche, il mentionne le retour du duc et lui demande comment elle peut rester indifférente. Il remarque que le manoir est dans le chaos à cause de cela. Leila tremble légèrement à la pensée. Bien que ce soit Lady Claudine qui l'a humiliée auparavant, le duc a laissé une autre sorte de cicatrice sur son cœur, une cicatrice qui atteint jusqu'à maintenant. Plus profond que le mépris et la persécution qu'elle a subie en tant qu'enfant errant dans les maisons de parents. Chaque fois qu'elle voit le duc, ce souvenir ressurgit, et elle fait de son mieux pour l'éviter. Kyle, essayant de calmer l'humeur, se demande s'il devrait devenir un officier comme le duc et gagner. Leila le dérange en lui rappelant qu'il ne peut même pas tuer un poulet. Il se brosse les yeux et lui demande pourquoi elle en parle à nouveau. Il se souvient d'un jour de l'année dernière où Bill s'est demandé pourquoi il venait toujours chez eux au lieu de rentrer chez lui. Bill a souligné qu'il n'avait même pas mangé chez lui, mais qu'il ne mangeait pas chez lui. Il a dit à Kyle d'arrêter de venir si souvent. Kyle avait pensé que c'était la seule fois qu'il pouvait être avec Leila sous prétexte d'étudier ensemble, alors il a offert de payer pour les repas, et Bill a accepté à contre-cœur. Bill l'avait appelé inutile et inutile dans la famille Ettman. Le mot a piqué, et il avait pleuré pendant que Leila le consolait. Depuis ce jour-là, Kyle remarque que Bill ne l'appelle plus par son nom, seulement inutile. Leila fait l'écho à la phrase de manière ludique, avant qu'elle l'ait. Parce qu'il est ce genre de personne. Il se demande si elle le dérange, mais elle explique rapidement qu'elle veut que ses mains sauvent des gens, pas les tirer dessus. Kyle lui demande alors s'il devrait devenir médecin militaire, se demandant s'il mériterait une médaille pour cela. Kyle se demande si Dowager Erard est à l'intérieur, mais Leila le corrige en disant que c'est Lady Erard parce que Dowager déteste les voitures. Il prend dans son sac une note de géométrie qu'il se rend compte qu'il a laissée à la maison. Leila décide de rentrer chez elle et lui dit de s'assurer qu'il arrive à temps pour le dîner et apporte la note. Il soupire, légèrement déçu, mais promet de l'obtenir et de revenir rapidement. Elle lui dit de prendre son temps, et ils se séparent. Peu de temps après, le duc dans la voiture décide de s'arrêter et de faire une promenade, en sortant dans les environs alors que la lumière du soleil brille du véhicule. L'un d'eux remarque que depuis que le duc est arrivé une semaine plus tôt que prévu, il y avait à peine suffisamment d'employés en attente. Et maintenant, tout à coup, il veut marcher seul. Le duc secoue la tête et refuse de répondre, déclarant simplement qu'il les verra plus tard au manoir. Au fur et à mesure qu'il se déplace, ses pensées vont à la parole de sa mère, lui rappelant qu'il devrait se fiancer cet été. Il considère attentivement ses conseils et se rend compte qu'elle a raison. C'est leur devoir de se marier au bon moment et d'assurer la naissance d'un successeur. Sa grand-mère croit depuis longtemps que Lady Claudine serait l'équivalent idéal pour devenir la prochaine duchesse. Claudine Van Brand possède une excellente lignée et des qualifications impeccables, une réunion entre eux est prévue cet été, et il pense qu'une vie comme la sienne a tout parfaitement organisé, chaque détail mis en place, chaque attente tracée.
Mais parfois, il admet à lui-même, c'est un peu ennuyeux parce que tout est prédéterminé. Dans cette vie, il a été l'enfant parfait, l'étudiant parfait, l'officier parfait. Maintenant, il est temps d'épouser la fille parfaite et de devenir le père parfait, assurant la continuité de sa lignée cardiaque comme l'ont fait son grand-père et son père. Tout à coup, une jeune fille à cheval passe devant lui. Elle regarda en arrière, le reconnut et tomba immédiatement du cheval. Son attention s'accrocha et il se demandait si c'était l'enfant dont le jardinier s'était occupé, si elle vivait encore à proximité. Elle ramasse ses livres dispersés, il appelle son nom, et elle répond immédiatement avec une autre excuse. Quand elle se penche pour prendre son stylo, il l'arrête doucement, remarquant qu'il l'appelle. Elle lève la tête, se concentre sur lui, et répond qu'elle écoute. Elle s'arrête là, le regardant disparaître à travers les arbres, perplexe par son comportement, elle se demande si quelqu'un d'autre sait qu'il peut agir de cette façon et pourquoi il a choisi de partir si brusquement, elle hésite, pensant qu'elle ne peut pas simplement passer devant lui sans le retrouver. Léla a grandi, elle n'est plus une enfant, mais une jeune femme. Maintenant les roses et la fierté du domaine Erard sont en plein essor, l'été est arrivé et le duc revient au domaine. Les domestiques sont plus occupés que jamais, se livrant à d'innombrables préparatifs pour son arrivée, organisant divers fêtes, rassemblements et veillant à ce que chaque invité soit bien accueilli. À Berg, la deuxième famille aristocratique la plus prestigieuse après les Erard et la famille Brandt. Le comte de Brandt est l'un des invités qui nécessite une attention particulière, en particulier à cause de sa fille, Claudine. Bien que la raison apparente de la visite du Brandt soit de passer l'été à la propriété d'un parent, il est devenu largement connu que la visite de Claudine a une profondeur. L'annonce de son engagement imminent. La négociation entre les familles est avancée, et l'arrangement est amical. L'objectif est clair. Aucune famille n'essaie de cacher la vérité. En ce moment, Claudine admire la serre, commentant sa beauté et louant Lady Erard. Lady Erard sourit, expliquant qu'elle l'a soigneusement soignée. Elle suggère ensuite au duc de montrer à Claudine le paradis d'Arvy pendant qu'elle assiste aux discussions avec la famille. Le duc se lève et lui offre sa main, et comme il le fait, son esprit s'illumine à la mémoire de Léla en levant son stylo. Il n'y a aucune trace de sa main. Elle est devenue une dame parfaite, équilibrée et polissée. Il l'accompagne avec respect, comme s'il la rencontrait pour la toute première fois. À la table, les deux familles notent que, bien que les deux ne soient pas intimement liés, ils se connaissent assez longtemps pour se comprendre. Leur union est un mariage politique, choisi parce qu'ils sont tous les deux nobles. Alors qu'ils parcouraient la serre, Claudine s'est émerveillée des oiseaux et leur a demandé comment ils semblaient obéissants aux gens, intrigués par le secret de leur comportement calme. Un homme à proximité explique que leurs ailes sont coupées. Claudine se demande si cela les fait mal. L'homme explique que seules les extrémités des plumes sont coupées et lui propose de lui montrer si elle est curieuse. Elle demande la permission, et le duc a secoué la tête, ce qui lui est accordé. Le duc s'interroge sur son titre, et l'homme répond qu'il s'agit d'un oiseau chanteur, connu pour son chant magnifique. Il remarque que couper les extrémités de ses ailes l'empêche de voler trop loin et de s'enfuir. Claudine demande s'ils les ont vraiment coupées, et l'homme lui assure que c'est fait avec soin et protège les oiseaux du danger. Le duc prend l'oiseau, mais l'homme le lui enlève. Il lui explique qu'il faut du temps pour que les oiseaux s'habituent à avoir des ailes coupées, puis lui demande si elle souhaite essayer de les apprivoiser. Elle décline politement, se tourne vers le duc et leur suggère de revenir à la table. Le duc lui prend doucement la main, la ramène en arrière et ordonne à l'homme d'amener l'oiseau dans sa chambre. Une servante lui remercie, et Léla mentionne par hasard qu'il semble que quelqu'un d'important vienne à la propriété. Et la servante se penche, sourit et lui informe que toute la famille Brandt arrive bientôt. Les yeux de Léla s'ouvrent quand elle apprend que Claudine sera parmi eux. Lorsque la servante ajoute que la visite est liée au fiancé de Claudine, Léla exprime une véritable surprise, ressentant un mélange de curiosité et d'inconfort. Pendant ce temps, dans la forêt, Léla ramasse des framboises mûres, jetant un coup d'œil vers la propriété au loin. Elle avait espéré que la forêt resterait calme même après le retour du duc, mais elle sent que quelque chose d'important est sur le point de se passer. Pensant qu'il serait préférable d'éviter les ennuis, elle décide d'arrêter de ramasser des framboises pour la journée, voulant terminer avant que le duc n'occupe la forêt et avant que Claudine ne commence à l'appeler à plusieurs reprises. Il aime tellement les paysages de la rivière Chultée et de la forêt Arvy qu'il a transformé la cabane en petite cabane. Sa mère et sa grand-mère visitent rarement le bord de la rivière, laissant la cabane comme son monde privé. Ici, il passe des heures à regarder la rivière et la forêt, à lire des livres, à faire une sieste quand il s'ennuie, et surtout à nager, ce qui lui plaît le plus. Alors qu'il se détend, son esprit se tourne vers la négociation du mariage entre les familles Erard et Brandt. Le processus s'est déroulé exactement comme prévu, et le mariage est fixé pour un an. D'ici la fin de l'été, il sera annoncé publiquement, solidifiant ainsi sa position de duc Erard. Après avoir passé un an ou deux à la garde impériale, il a l'intention de se concentrer pleinement sur les affaires de sa famille une fois marié.
Pendant ce temps, au sommet d'un arbre, Léla s'assoit confortablement avec un poivre dans une main et un livre dans l'autre. L'un des journaux qu'elle lisait s'échappe de sa main et flotte au sol. Elle cligne des yeux à plusieurs reprises, incapable de croire ce qu'elle voit, et prie silencieusement pour qu'il ne la remarque pas. Mais avant qu'elle puisse réagir, il commence à se déplacer vers elle. Le cœur battant, elle saute rapidement de l'arbre et commence à courir à travers la brousse. Il est inquiet et demande si quelque chose s'est passé dans la forêt, si elle a vu un animal sauvage. Léla, sans respiration, pense que rencontrer un animal sauvage aurait été beaucoup moins alarmant. Kyle l'exhorte à se calmer et lui demande des framboises qu'elle est allée chercher. Soudain, elle se souvient d'eux et s'écrie, mais dans sa panique, elle crie qu'elle ne peut pas revenir pour eux et s'enfuit à nouveau. Pendant ce temps, le duc, maintenant habillé en marchant le long de la rive du fleuve, atteint l'endroit où poussaient ses framboises. Il secoue la tête, incapable de croire qu'elle monte encore aux arbres purement pour le plaisir. Léla a finalement obtenu ses lunettes, le résultat des framboises comme elle l'avait prévu. Elle se demande pourquoi des souvenirs aussi terribles continuent de surgir sur un beau jour comme celui-ci. Son esprit se tourne vers l'incident de voir le duc nager dans la rivière. Bien que ce soit son endroit préféré, elle décide qu'il est préférable d'éviter la rivière jusqu'au départ du duc, ne voulant pas risquer une autre rencontre inconfortable. Soudain, une voix familière l'appelle. Elle se retourne et voit le duc qui marche avec Claudine. Elle les salue politement avec un doux salut. Claudine la regarde attentivement, remarquant à quel point Léla est devenue une jeune dame, puis elle lui pose des questions, sincèrement curieux. Claudine explique qu'ils sont en route. Elle jette un coup d'œil au duc pour voir s'il s'y oppose, mais il reste silencieux, et Claudine insiste doucement pour que Léla vienne avec elle. Elle décide d'aller avec eux. Au lieu, elle ressent une étrange tension. Claudine est physiquement présente mais socialement attendue d'agir comme si elle était invisible. Elle est dans des situations similaires depuis l'âge de 12 ans. Elle ne peut s'empêcher de se demander s'il n'est pas gêné de ce qui s'est passé l'autre jour. Pendant la réunion, le duc et Claudine mentionnent par hasard qu'ils l'ont invité à la fête à venir. Elle demande poliment la permission de partir pour rencontrer son ami. Kyle. Claudine sourit légèrement et signe la tête, disant qu'il était agréable de la rencontrer. Léla s'incline légèrement, leur dit au revoir et se dépêche de sortir, laissant le duc la regarder avec une expression illisible. Quand elle rencontre Kyle, il remarque immédiatement son expression lumineuse et la provoque légèrement. « Vous avez atteint votre objectif, dit-il, et elle frôle les yeux, lui disant de ne pas la déranger. Puis elle remarque son sourire et lui demande pourquoi il sourit depuis si longtemps. Kyle s'appuie plus près et plaisante que poussant ses lunettes fait ses yeux ressembler à ceux d'une petite souris. Le duc et Claudine se dirigent vers la propriété, la route devant elle est brièvement bloquée par un char, et à travers la fenêtre, le duc voit Léla marcher avec Kyle. Ses yeux sont étroits lorsqu'il se rend compte que Kyle Edmond, le fils du médecin, est celui qu'elle espérait rencontrer plus tôt. Et elle ne peut pas croire qu'elle l'ait laissé derrière elle pour rencontrer Kyle, et la pensée reste dans son esprit pendant qu'il continue le long de la route. Le lendemain matin, la mère de Claudine regarde Léla et Bill par la fenêtre. Elle se demande silencieusement si Léla vit encore là-bas, sous l'eau. Claudine le confirme avec un petit sourire et ajoute que Léla semble devenir de plus en plus belle de jour en jour. Sa mère froisse légèrement, se demandant si c'est vraiment bien. Dans son esprit, elle connaît la réponse. Il n'y a aucun moyen que ce soit le cas. Elle se souvient que Léla a toujours été belle, mais maintenant elle a dépassé même ses plus hautes attentes. Le cadre, les caractéristiques délicates, les petits yeux verts qui brillent comme des bijoux, et la peau qui est uniformément blanche et sans défaut. C'est pourquoi elle a suggéré à Claudine d'inviter Léla à prendre un thé avec eux. Il serait intéressant de voir la réaction du duc à une telle jeune femme grandissant sur sa propriété. Pourtant, dans ses observations, le duc répond parfaitement aux attentes. Sa mère s'inquiète, mais elle choisit de ne pas trop réfléchir à cette idée. Sa mère remarque que Léla est encore jeune et ne connaît pas bien les hommes. Elle commence à dire que si c'était elle. Mais Claudine interrompt brusquement, en demandant si sa mère veut vraiment qu'elle s'inquiète des hommes devant le duc Erard, de tous les hommes éligibles au monde. Elle ajoute que les hommes les plus respectés ont souvent eu une maîtresse ou deux. Une belle femme, tout comme son père et d'innombrables autres ont été. Mais elle raisonne rapidement qu'un homme qui sait traiter les femmes avec respect est généralement inoffensif. Ce sont les hommes ignorants et imprudents qui causent des problèmes. Le duc, décide-t-elle, est définitivement du genre précédent. Le chef d'une famille qui n'abandonnerait jamais ses devoirs, même pour un instant de convoitise. Une pensée privée. Elle espère que rien d'inapproprié ne se passe, mais si c'est le cas, elle serait beaucoup plus à l'aise avec une femme comme Léla. Une jeune fille douce et obéissante qu'elle pourrait facilement gérer. Quelqu'un qui ne menacerait jamais sa position. Sa mère cligne des yeux de surprise.
Elle se souvient de sa propre faiblesse. Sa mère admet à haute voix qu'il n'y a rien de bon à avoir une fille comme Léla près du duc et se demande pourquoi elle ne l'avait pas remarqué lors de ses précédentes visites, bien qu'elle vienne à la propriété chaque année. Elle décide qu'elle devra en parler à la famille Hera. Elle craint que l'amour de son père ne se refroidisse alors qu'il est dévoré par la frustration de ne pas avoir d'héritier mâle. Et elle se demande quand une jeune et belle femme apparaîtra, donnera naissance à un fils et réclamera l'attention de son père. Et la pitié de sa mère d'avoir vécu dans une peur constante de cela, et elle en a assez de cette pitié. Claudine se défie mentalement. Le duc serait-il intéressé par une jeune fille humble et belle comme Léla? Elle conclut que c'est la convoitise. Rien de plus. Sa mère lui dit son nom fortement, insistant sur le fait que Claudine ne comprend pas l'amour. Au lieu de cela, elle poursuivra un mariage parfait, celui qui sauvegarde sa dignité. Dans une autre partie de la propriété, le duc tient un oiseau jaune vif, observant le monde en silence. À travers la fenêtre, il remarque Léla se déplaçant. Pendant ce temps, Kyle est à la maison de Léla, mais ne voyant personne là-bas, il conclut qu'elle doit être ramenée bientôt. Pendant qu'il attend, il l'étudie dans son esprit. Edmond est à couper le souffle. Les souvenirs l'inondent. Sa promesse de lui acheter un dessert parce qu'il lui a acheté un sandwich, le moment où il lui a rappelé de tenir plus fort pendant une balade à vélo. Il veut agir, se précipiter vers elle. Mais il se rappelle d'être patient, de respecter la promesse qu'il a faite d'attendre. Et pourtant, à chaque fois qu'elle apparaît, sa résolution fond. Son cœur bat, la chaleur monte à travers son corps, et parfois les rêves le laissent inquiet et coupable. C'est alors qu'il entend son nom, se retourne pour la voir s'approcher, portant un chapeau à large bord. Ne pouvant se contenir, il éclate en rire, en se moquant d'elle que le chapeau est collant. Il plaisante sur l'endroit où elle l'a obtenu, convaincu qu'elle ne l'a pas acheté elle-même. Léla et Bill semblent surpris, mais elle explique rapidement. Son oncle l'a acheté en cadeau pour elle. Elle a jeté un second coup d'œil et, après un moment de méditation, a admis que le chapeau est en fait assez beau, même savoureux. Ils entrent et bientôt la nourriture est servie. Léla fait des gestes vers la table et suggère qu'il mange. Kyle, un peu gêné, ne peut pas croire qu'ils ont préparé tout cela pour lui. Il hésite un instant, puis sourit politement et commence à manger, toujours déconcerté par leur hospitalité. Après, il s'approche d'elle sur le balcon, la brise chaude de l'après-midi les dépassant. Et elle demande tranquillement si elle est toujours en colère contre lui. Approchant, il s'excuse sincèrement, sa voix douce mais constante. Alors, il ramène le cadeau du chapeau. Léla explique qu'elle l'a demandé elle-même. Elle remarque qu'elle n'a jamais rien demandé auparavant. Elle explique que son oncle était contrarié quand elle lui a acheté ses lunettes coûteuses sans le lui dire. Elle n'était pas assez digne de confiance pour le consulter, il n'avait jamais été en colère contre elle auparavant, et malgré ses explications, la déception de ses yeux lui avait fait mal au cœur. Alors, Léla avait demandé une faveur, un bon chapeau simple, et elle l'avait acheté, en le choisissant lui-même. Pour elle, les fleurs sont les plus belles choses du monde, et un chapeau décoré de tant de fleurs doit être le plus beau. Elle le dit à Kyle, et il se sent coupable, murmurant qu'il a envie de se moquer du cadeau. En entendant cela, Léla sourit chaleureusement, sachant qu'il comprend. Kyle promet de ne pas le faire. Monsieur Bill entre et remarque que Kyle est en retard. Vous n'êtes pas encore rentré à la maison, demande-t-il, frottant les sourcils en jouant. Kyle rit, secouant légèrement les épaules. L'oncle Bill dit alors à Léla qu'il se dirige vers la ville pour un certain temps. Kyle, les regardant, ressent une lueur inexplicable de jalousie. Il sait au fond que quiconque aime Léla doit accepter la deuxième place, car pour elle, la personne numéro 1 sera toujours l'oncle Bill. Kyle s'inquiète que ce soit la seule fois où ils pourront parler, tandis que Léla est absorbée par le chapitre suivant. Finalement, il l'appelle, et elle lève la tête, momentanément distraite par quelque chose devant la maison. Kyle s'éloigne, et Léla le suit, brossant encore les miettes de sa bouche. Kyle salue le duc avec politesse. Léla répond doucement, expliquant que son oncle est parti en ville depuis un certain temps. Elle demande si le duc a besoin d'aide avec quelque chose. Il mentionne qu'elle pourrait aider à apporter des rôes. Léla, un peu surprise, explique s'il veut dire ramasser des rôes. Il lui ordonne de les sélectionner soigneusement et de les amener dans un bâtiment séparé, puis il s'en va. Elle lui fait signe de la main, disant que ce n'est pas grave. Il hésite, se demandant s'il devrait attendre là-bas, mais elle insiste pour qu'il rentre à la maison. Elle se moque de lui, demandant si sa mère serait en colère si elle le trouvait encore ici. En marchant vers le jardin, elle se demande pourquoi le duc lui-même est venu demander de l'aide. Elle conclut qu'il passait peut-être et a décidé de s'arrêter.
Kyle reste à proximité, riant doucement, et elle lui répond avec un sourire. Une fois qu'elle livre les roses au duc, il les inspecte et lui dit d'apporter plus, mais cette fois dans une couleur éblouissante. Le duc continue à demander plus de fleurs, et Léla sort de nouveau, emportant un autre lot. Elle remarque qu'il est dans son annexe au bord de la rivière, un espace privé que les invités entrent rarement et que même certains serviteurs font face à des restrictions d'accès. Elle se demande s'il envoie d'elle ici pour livrer des fleurs et destinées à mademoiselle Claudine, qui sera bientôt fiancée à lui. Il veut des roses de couleur vive, celles qui correspondent au goût de Claudie. Mais la constance en avant et en arrière la fait repenser la réputation du duc. Comment peut-on appeler une bonne personne une personne qui tourmente un autre au milieu d'un jour brûlant d'été? Elle se réprimande intérieurement et admet qu'elle le déteste absolument. Curieuse, elle leur demande où ils vont, et ils répondent qu'ils retournent dans leur manoir. Ils lui disent au revoir, ce qui confirme que le duc est seul dans l'annexe. L'anxiété s'installe. Elle entre à l'intérieur, se demandant s'il dort, débattant d'attendre ou de partir. Soudain, il ouvre les yeux. Elle annonce qu'elle a apporté les fleurs et hésite à demander qu'elle en apporte plus. Il incline la tête et demande si elle le fera s'il le demande. Elle répond qu'elle le fera si elle a fait une erreur, mais supplie qu'il lui dise la couleur qu'il veut cette fois-ci. Ses pensées intérieures s'échappent à voix haute, et elle est momentanément gênée. Il répond simplement que c'est bien et fait des gestes pour qu'elle s'assoie. Elle pense qu'elle a correspondu aux couleurs qu'il veut, mais juste au moment où elle est sur le point de refuser de s'asseoir, il appelle son nom et lui rappelle. Léla admet que ses compétences en floraison ne sont pas excellentes. Et elle lui demande s'il devrait le faire lui-même, et elle s'assoit à contre-cœur. Alors qu'il écrit, il lui jette un coup d'œil. Le fait de la regarder lui rappelle le canari doré de sa chambre à coucher. L'oiseau qui a jadis flatté et crié quand il s'est déplacé, mais qui progressivement est devenu tame au fil du temps, le suivant partout. Maintenant, il saute volontiers sur sa main, frotte son corps, lèche ses yeux. Il se demande tranquillement à lui-même, qu'en est-il d'elle? Léla lui informe qu'elle a fini et lui demande nerveusement s'il l'aime. Il inspecte l'arrangement et confirme qu'il est pauvre. Elle s'excuse, offrant de lui apporter un avis sur son expression perplexe. Il se demande si elle n'aime pas la récompense pour son travail. Ses pensées dérivent vers un souvenir d'elle avec Kyle, comment elle avait bien mangé et souri comme le soleil. Et elle avait voulu lui donner une récompense digne de son niveau si elle aimait quelque chose comme ça. Elle le remercie, puis lui dit qu'elle reviendra s'il n'y a rien d'autre qu'il lui faut faire. Il incline la tête et se demande si ses paroles sont simplement polies, ou si elle ferait plus s'il le lui demandait. Léla s'assoit et commence à manger, bien qu'elle se sente déjà rassasiée après le déjeuner et le dessert. Le duc lui enlève le chapeau, lui rappelant que les dames ne devraient pas porter de chapeau à l'intérieur. Sa poitrine se serre alors qu'elle se souvient de la façon dont il avait ri si doucement la dernière fois qu'elle était dans une situation inconfortable, et de la facilité avec laquelle il lui ordonnait de se promener comme si elle n'était rien. Elle refuse de laisser le chapeau qu'a acheté son oncle devenir un autre objet pour qu'il la provoque. Il insiste sur le fait qu'elle finisse de manger avant de le prendre, mais elle refuse, se sentant impatient. Il lève le chapeau juste à l'extérieur de sa portée, et ses mains s'étendent vers elle impuissamment. La peur s'enflamme comme des souvenirs d'avoir été poussé dans une rivière par la surface de sa cousine, ce qui la fait hésiter. Et elle jette le chapeau par la fenêtre ouverte, et il atterrit sur la rivière en dessous. Son cœur saute, mais elle maintient ses lunettes serrées, ne voulant pas risquer de les perdre. Elle entre prudemment dans l'eau peu profonde sous le bâtiment, qui s'approfondit au fur et à mesure qu'elle se déplace, atteignant sa hauteur. Chaque pas lui rappelle les peurs passées, mais elle tend désespérément le chapeau. Le duc s'approche du bord, observant en silence, et se rend compte qu'elle ne peut pas suivre une simple instruction, mange, et le chapeau lui sera rendu quand elle sera prête à partir. Il se demande pourquoi elle a fait une si grande agitation à cause d'une petite chose. Maintenant qu'elle est sur le point de se noyer, et sans hésiter, il saute dans l'eau pour la sauver. Elle s'assoit, saisissant fortement le chapeau, sa poitrine s'élevant. Il la regarde, curieux de savoir ce que le chapeau signifie pour elle. Alors qu'elle se demande pourquoi il rit dans une situation comme celle-ci, il cligne des yeux et elle ressent soudain le désir de lui cracher de l'eau, mais il est déjà trempé. Elle réfléchit que cela n'aurait pas eu lieu s'il n'avait pas jeté son chapeau dans la rivière, mais il répond silencieusement, pensant que cela n'aurait pas eu lieu si elle avait simplement mangé son sandwich et considérant à quel point c'était imprudent pour elle de sauter sans savoir nager. Il est le seigneur d'Arvy, et elle ne peut pas risquer de causer des ennuis à l'oncle Bill. Elle s'incline, lui rendant grâce. Il insiste pour qu'elle le répète plus comme une dame. Elle s'excuse silencieusement de ne pas être une bonne dame comme les autres, mais il la presse à s'efforcer davantage quand elle est en sa présence. Elle le regarde pendant un moment, se serre le chapeau, s'incline à nouveau et le remercie, puis annonce son départ, décidant en elle-même qu'elle ne discutera plus ni ne lui permettra de la traiter comme une blague.
Elle avait vu le duc et la dame Claudine se promener ensemble dans la forêt, une scène qui rappelait un conte de fées, une belle dame accompagnée d'un beau gentleman. Elle s'était arrêtée pour regarder, remarquant le vent doux qui avait soufflé le chapeau de Claudine et comment le duc avait quitté le sentier pour le rendre, un geste qu'elle avait trouvé élégant pour elle, mais le sentiment avait été complètement différent, coloré par une expression froide comme si l'acte n'avait aucun sens. Aujourd'hui, son cœur fait plus de mal que d'habitude, et l'épuisement pèse sur elle. Elle frappe un morceau de fruit sec le long du chemin, en frustration, en le regardant rouler. Sa vision s'affaiblit, et elle se rend compte qu'elle a oublié ses lunettes au manoir du duc. Pendant ce temps, il regarde les lunettes. À l'approche du soir, la brise flottant à travers l'annexe devient plus fraîche. Le duc note que la vue de Léla a dû être assez mauvaise, et il se demande si c'est la raison pour laquelle elle se fronde toujours légèrement. Une mémoire surgit de l'enfant qui l'avait regardé avec un front furieux, chauve et peu impressionnant. Elle se lève et commence à jeter et à attraper les lunettes dans ses mains, remarquant comment ses yeux verts éblouissants une fois montrés avec la vie et comment il chuchote doucement son nom, comme s'il portait la chaleur du milieu de l'été, puis il met les lunettes dans un tiroir, et l'image de ses yeux verts s'évanouit lentement. À l'autre extrémité, Léla s'assoit avec son oncle, qui lui assure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter des lunettes, lui expliquant qu'elles peuvent tout simplement acheter de nouvelles si elles ne peuvent pas être trouvées. Elle accepte les mots en silence, décidant qu'il est préférable de ne pas mentionner que le duc avait jeté son chapeau dans la rivière, ce qui l'a fait oublier les lunettes, sachant que cela ne ferait que l'inquiéter inutilement. Kyle est à la maison en train de parler à Phoebe, la colombe rocheuse entraînée par la volonté indommable de Léla. Kyle lui reçoit une lettre, lui exprimant sa gratitude pour son travail acharné et lui offrant un petit repas de récompense. Et la lettre explique que Léla a perdu ses lunettes, donc elle ne peut probablement pas prendre leur rendez-vous à la bibliothèque aujourd'hui, et elle s'excuse. Kyle froisse à l'idée, surpris qu'elle puisse les perdre. Et elle se précipite, monte son vélo, tandis que sa mère regarde. Elle se demande pourquoi il s'en va, au lieu d'étudier, il explique qu'il se dirige vers la bibliothèque. Elle enquête plus loin en notant le nom de Léla et elle se demande combien de temps il continuera avec ses routines d'amitié d'enfance pendant un moment aussi critique. Il lui suggère immédiatement d'aller en ville ensemble afin de lui acheter une nouvelle paire. Mais elle refuse, la détermination de ses yeux est indéniable, peu importe ce que les gens disent, elle ne se retirera pas. Plus tard, Léla part avec Kyle dans la forêt, à la recherche de ses lunettes. Tout à coup, la voiture du duc s'approche le long du chemin de la forêt. Les hommes du véhicule regardent les deux enfants, se remémorant les corbeaux dispersés, en plaisantant sur le fait que l'un d'eux a dû prendre les lunettes de Léla. Maintenant, en cherchant parmi les arbres et les nids, elle semble ignorer la vérité, et il se demande si elle ne veut tout simplement pas se rappeler. Quelques jours plus tard, Léla s'aventure encore plus profondément dans la forêt, avec Kyle qui l'accompagne avec joie. Malgré ses efforts apparemment impossibles, le duc fait semblant de ne pas l'avoir remarqué, prouvant du plaisir à regarder les misérables oiseaux construire leur nid. Un serviteur lui annonce que le marquis Lymand devrait arriver à midi, plus tôt que prévu. Le serviteur lui explique que madame a ordonné une attention particulière pour le déjeuner et supplie le duc d'y assister s'il n'a pas d'obligations antérieures. Et elle signe la tête en reconnaissance, et le serviteur s'en va. Elle remarque immédiatement que le comportement du duc a changé par rapport au jour où il l'a taquiné avec le chapeau. Il maintient sa sérénité même pendant le travail, traitant le téléphone et les documents avec une précision calme. Léla observe la façon dont il reste calme et détendu, souriant sans perdre son regard constant, sa posture droite comme si rien ne pouvait le troubler. Bien qu'elle comprenne pourquoi le duc est admiré et appelé parfait, l'idée qu'il pourrait en quelque sorte être impliqué dans la disparition de ses lunettes semble presque pathétique. Elle décide que revenir pour en demander est inutile, et décide plutôt de poursuivre sa recherche parmi les nids qu'elle n'a pas encore explorés. Elle mentionne les lunettes qu'elle a laissées sur le pont le jour où elle a sauté dans l'eau, se demandant s'il les avait vues. Il répond vaguement, laissant la possibilité ouverte qu'il ne les ait pas vues ou qu'il les ait cachées. Elle se demande s'il les aurait vraiment cachées, mais conclut qu'une telle action serait trop cruelle, bien au-delà de ce qu'elle pense. Ce soir-là, dans la suite principale, un gars remarque qu'il ne s'attendait pas à ce que Lady Claudine organise une réunion privée pour tout le monde dans un endroit aussi isolé.
Il suppose que le duc devient extraordinairement généreux quand il s'agit de son fiancé. Claudine remarque son ton et ses gestes pour qu'il arrête d'utiliser des surnoms, bien que d'autres soutiennent tranquillement sa remarque. Elle est évidemment destinée à devenir l'épouse du duc, et il conclut que tout le monde s'est simplement excité et a trop bu. Il s'excuse d'avoir parlé à l'écart. Au bord de la pièce, il remarque une cage d'oiseaux et est surpris de sa présence. L'oiseau vole vers le duc, qui semble avoir l'intention de s'en occuper. Il se demande à haute voix pourquoi le duc se fatigue à élever des oiseaux et à tirer. Il réfléchit à rire de la confiance stupide de l'oiseau ou plutôt à avoir pitié de lui. Il se demande ce que pense Claudine, et elle observe que les deux réactions conviendraient à la situation. Elle reconnaît l'oiseau et demande s'il a été nommé, en suggérant ainsi le duc ne lui en a pas donné. Le duc rejette l'idée, notant qu'un oiseau n'est qu'un oiseau. Plus tôt, alors que Léla discutait de ses lunettes manquantes avec le duc, une servante est entrée pour livrer un télégramme important. Le duc fait des gestes, signalant qu'il veut qu'elle parte, et Léla comprend qu'elle doit partir sans rien savoir de ses lunettes. Pourtant, elle sait que ce ne sont pas les corbeaux, mais le duc qui les a pris. Elle se demande pourquoi et s'il a une certaine fascination pour les choses brillantes comme les corbeaux, et elle se demande si elle devra le visiter à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il lui rende les lunettes, bien qu'elle doute qu'il le fasse volontairement. Les invités sont présents et célèbrent jusqu'à la fin de la nuit, laissant le bâtiment arrière largement invisité. Léla décide de récupérer ses lunettes pendant que la lumière de la lune fournit suffisamment d'éclairage pour qu'elle puisse se cacher. Il la connaît assez bien pour prédire qu'une fille qui a passé des jours à chercher ses lunettes dans les nids de corbeaux n'abandonnera pas facilement, et que la persévérance est exactement la façon dont elle tombera dans son piège soigneusement posé. Il reste calme et patient, et soudain, un bruit doux brise le calme de l'annexe. Léla commence à entrer par la fenêtre. Le duc laisse la porte d'entrée légèrement ouverte, ce qui lui permet d'entrer plus facilement, mais Léla choisit de monter par la fenêtre. Ce n'est pas au-delà de ses attentes, mais il remarque pour lui-même qu'elle réussit toujours à le surprendre. Elle hésite à la faible lueur de la lune, incapable de voir clairement, puis commence à chercher dans ses tiroirs. Le duc observe calmement, sans être secoué par son intrusion. Le duc remarque en lui-même qu'elle n'est plus une enfant et se rend compte qu'il peut accepter cela maintenant, la raison pour laquelle il a mis le pitoyable piège et a attendu qu'elle le prenne. Il se demande si elle est à la recherche des lunettes qu'il tient en main. Elle gèle par surprise, prise entre le choc et la réalisation qu'il est là, se demandant comment s'expliquer. Elle s'excuse, insiste sur le fait qu'elle ne savait pas qu'il serait présent. Il se demande si son absence lui aurait permis d'entrer et si elle se considère comme un voleur. Elle explique qu'elle voulait seulement récupérer ce qui lui appartenait, mais le duc note que ses tentatives de courage sont vaines. Elle tremble encore pathétiquement. Il commence à sortir par la porte et elle craint qu'il ne jette ses lunettes dans la rivière comme il l'a fait avec son chapeau. Elle se précipite après lui, suppliant et expliquant qu'elle a été épargnée depuis longtemps pour les acheter. Et la lune brille, éclairant ses vêtements de nuit, et elle enveloppe immédiatement ses bras autour d'elle-même et se penche, essayant de se modeler. Et elle considère si elle est trop dramatique. Se rappelant qu'elle a déjà vu chaque coin de son corps. Elle se rappelle. Il se demande si elle veut qu'il la voie, mais elle se force à rester calme, sachant qu'il pourrait l'accuser de vol à tout moment. Elle continue de supplier le pardon et il réfléchit à son comportement soudain et féminin. Elle insiste sur le fait que, quel que soit son comportement, il reste un gentleman. Il pense qu'il ne l'est peut-être pas, mais elle est en désaccord, insistant sur le fait qu'il est le plus grand gentleman de Kalsva. Elle continue de plaider pour ses lunettes, soulignant à quel point il a été difficile de les obtenir et à quel point elles sont précieuses. Il les met finalement sur son visage, la touche légèrement en l'étudiant et s'approche de plus près. Il reconnaît l'émotion qui agit en lui maintenant, un désir. Pour Léla, la femme qui a grandi si magnifiquement, mais il reconnaît aussi le danger qu'elle représente. L'intensité de ce sentiment est éphémère et il se demande s'il vaut la peine de tâcher sa vie pour la satisfaire. Et elle conclut qu'elle ne vaut pas la peine et que se livrer à ce désir ne sert à rien. Ainsi, il la laisse partir. Elle s'incline et se retourne pour marcher dans la forêt. Alors qu'elle se lave le visage avec de l'eau fraîche, sa mémoire est floue, mais certains détails restent vivants, les yeux bleus profonds, calmes, qui semblaient prêts à la dévorer entièrement, la chaleur de ses mains, la texture de ses doigts pénétrant dans sa bouche, le frisson de son souffle sous son toucher et l'embarras écrasant qui s'ensuivit. Et Léla, qui est généralement toujours dans le jardin pour aider Monsieur Bill, n'a pas été vue depuis plusieurs jours. Un serviteur informe le duc que tous les préparatifs pour la session de chasse sont terminés. Pendant ce temps, chez Léla, Kyle propose de l'aider avec le linge et elle apprécie tranquillement sa présence.
Elle marche ensuite jusqu'à son arbre préféré près de la rivière, mais elle refuse, notant qu'ils peuvent y aller la prochaine fois parce que les tâches ménagères ont encore besoin de son attention. Kyle remarque le changement, se demandant si quelque chose ne va pas et pourquoi elle reste à la maison plus que d'habitude. Il s'attend à ce qu'elle se promène plus maintenant qu'elle a trouvé ses lunettes. Il se demande aussi pourquoi elle ne les porte pas, et elle explique qu'elle les utilise seulement pour la lecture, craignant de les perdre à nouveau. Léla ne va au jardin que lorsque le duc a quitté le terrain, et elle s'enfuit immédiatement chaque fois qu'il revient, se déplaçant comme s'il fuyait le danger. Elle décide de continuer à vivre comme ça si cela signifie l'éviter jusqu'à la fin de l'été. Soudain, il voit des hommes à cheval, et Kyle remarque qu'ils doivent aller à la chasse. Léla lève la tête et aperçoit le duc. Il pense que lorsque l'été finira et l'automne arrivera, le duc reviendra à la capitale après avoir été fiancé à Lady Claudine. Et si elle ne peut endurer que jusqu'à la fin de la saison, Harvey connaîtra peut-être la paix à nouveau. Les cavaliers passent. Kyle se demande si elle ne se sent pas bien et si elle veut aller chez lui, mais elle insiste sur le fait qu'elle aura terminé ses tâches. Elle suggère d'entrer brièvement à l'intérieur, mais il doute qu'elle soit vraiment bien. Elle pense que la forêt d'Harvey se sentira enfin paisible une fois que le duc sera parti, et les sentiments confus liés à lui disparaîtront. Pourtant, elle prévoit d'aller dans la forêt ce soir-là pour prendre soin des oiseaux qui tombent après la chasse. Au coucher du soleil, il continue à chasser des oiseaux, en profitant de l'acte comme d'habitude. Pourtant, un vide subtil persiste. La raison se sent insuffisante. Les oiseaux volent désespérément, en quête de liberté, lui rappelant que l'excitation n'est jamais complète. Léla se déplace soigneusement à travers la forêt, remarquant beaucoup plus d'oiseaux tombés que d'habitude, dispersés presque tous les quelques pas. Son cœur s'affaiblit devant la cruauté du sport. Quand elle a presque terminé sa tâche, elle entre de façon inattendue dans le DUC. Et elle murmure à lui-même qu'elle ne cesse de venir. Et elle la salue et elle remarque qu'il se tient là, calme, comme s'il s'était arrêté délibérément, en attendant son arrivée pour s'occuper des oiseaux. Ses yeux saisissent un fil rouge attaché aux poules de pluie qui ont éclosé le long de la rivière. Comment la vie d'un oiseau qui était revenu de pays lointains pour survivre à l'hiver pourrait-elle se terminer ainsi? Elle en ressent le poids, un étrange mélange de tristesse et d'impuissance. Le duc lui ordonne de continuer, d'accomplir sa tâche. Il demande le fil, pourquoi elle l'a lié, et elle explique qu'elle voulait voir si les oiseaux qui étaient partis reviendraient. Elle ajoute qu'elle n'a jamais souhaité se réunir avec l'oiseau dans de telles circonstances. Le problème est que ce sont ces terres, ces champs de chasse, ces oiseaux. Elle hésite, puis réfléchit que pour les oiseaux, cette forêt n'est pas la sienne, mais leur foyer, le lieu où ils sont nés et ont grandi. Il demande pourquoi il devrait se soucier des sentiments des oiseaux. Elle le reconnaît silencieusement, mais insiste sur le fait qu'une telle cruauté est inutile, que le respect de la vie, même si elle est petite, devrait exister. Une détermination s'élève en elle, et elle se rappelle qu'elle a besoin de plus de courage maintenant. Il se demande si elle veut que ce soit une chasse gentille, et elle s'excuse rapidement pour avoir dépassé. Il se demande pourquoi elle s'intéresse tant aux oiseaux, mais elle se rend compte que son raisonnement ne l'intéresse pas. Elle se dit qu'elle partira, ressentant un mélange de frustration et de fatigue, et commence à se détourner. Avant qu'elle puisse aller trop loin, il tire sur un autre oiseau, lui rappelant que sa tâche n'est pas encore terminée. Il observe calmement, notant qu'il ne l'a jamais puni. Il fait son travail et elle le fait. Il se demande encore pourquoi elle aime tant les oiseaux. Son esprit se tourne vers le souvenir de sa mère qui l'a quitté, et elle se rend compte que les oiseaux ont toujours été ses compagnons. Depuis ses premiers jours, ils sont partout, flottant à proximité pendant qu'elle errait, partant quand les saisons changent, reviennent s'il attend patiemment. C'est pourquoi elle les aime, pourquoi elle sent leur absence si fortement. Elle se demande s'il a l'intention de chasser de cette façon. Il jette un coup d'œil à sa montre, puis se déplace vers l'avant, déclarant son désir que tout dans son monde soit exactement comme il doit être, ordonné et correct, sans personne qui se cache, sans personne qui court. Elle lutte pour comprendre ce qu'il veut dire, mais il s'en va, la laissant penser qu'elle doit y réfléchir attentivement. Si elle trouve la réponse, il pourrait peut-être lui accorder une chasse gentille. Le duc n'a pas d'attente particulière pour Léla. Tout ce qu'il veut, c'est qu'elle reste à sa place, orpheline vivante. Dans sa forêt, une étudiante curieuse qui, après avoir obtenu son diplôme, deviendra enseignante, toujours exactement là où elle est censée être, occupant tranquillement l'espace qui lui a été assigné. Dans son ordre, tout est simple et clair. Vivre à la hauteur des rôles qui lui sont confiés est une seconde nature. Pour sa grand-mère et sa mère, il est l'héritier fier. Pour ses serviteurs, un maître généreux. Sur le champ de bataille, un soldat habile. Pour les membres du conseil d'administration, un homme d'affaires compétent. Il a toujours été quelque chose pour quelqu'un et volontairement. C'est le monde que le duc connaît, le monde qu'il a vu, entendu et appris, mais le pauvre orphelin qui vit dans sa forêt est différent. Elle n'est rien.
Il n'y a pas de place dans la vie d'un duc pour une présence qui ne sert à rien, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, posséder quelque chose qui n'est rien se sent étrangement satisfaisant. C'est nouveau, inquiétant, mais étrangement agréable. Ces émotions, si contrairement aux sentiments mesurés et prévisibles de tout le monde, le divertissent. Et surtout, c'est là. Il se trouve captivé par elle. Une femme qui pleure avec une beauté si calme. Assez pour le faire vouloir en être témoin à nouveau. Plus tard, il retourne au manoir, où Lady Claudine le salue. Elle lui demande s'il a apprécié sa promenade et mentionne qu'elle l'attendait. Elle félicite la chasse, notant à quel point elle a été impressionnante et comment tout le monde s'est comporté. Il lui suggère de se joindre à eux pour la prochaine chasse. Elle décline politement, admettant que voir du sang de près pourrait la rendre inconscient. Puis elle parle d'organiser bientôt un rassemblement à Harvey, en le proposant comme une sorte de procès. Une fois mariée, elle accueillera les invités elle-même, et sa mère lui suggère de s'entraîner à l'avance. Alors que la courte nuit d'été commence à s'affaiblir, le duc pense qu'une chasse plus douce ne serait peut-être pas si mauvaise la prochaine fois. Dans le jardin des roses, Léla reprend sa place à côté de son oncle, aidant comme elle le fait toujours. Elle apporte des fleurs aux dames, et Claudine lui ordonne de les organiser. Quand Léla demande de partir, Claudine demande un petit paquet de roses rouges. Léla accepte pas. Une dame assise à proximité chuchote que la politesse de Léla ressemble presque à un manque de respect, et l'autre accepte. Claudine, cependant, les réprimande doucement, leur expliquant que Léla a vécu une vie difficile. Elle a peut-être des défauts, mais peut-être qu'un peu de gentillesse lui servirait mieux qu'un jugement sévère. Claudine réfléchit tranquillement qu'elle ne peut pas blâmer entièrement les dames. Même elle ne peut pas ignorer l'impression que Léla laisse. Une obéissance silencieuse n'est non pas de loyauté, mais de détachement. Alors que les jeunes dames nobles réclament son attention, Léla reste immobile. Elle persévère, silencieuse et autonome, comme si la vie était quelque chose à supporter plutôt qu'à apprécier, et pourtant c'est cet orphelin, Léla, qui suscite la curiosité et l'intrigue chez tous ceux qui l'entourent. Une pauvre orpheline avec la fierté d'une princesse, toujours émue par le poids d'une seule pièce d'or, offre à Léla une invitation, un souvenir qu'elle espère conserver. Les deux dames à ses côtés réagissent avec surprise. Léla hésite, se demandant pourquoi elle a reçu un tel cadeau. Claudine explique que c'est un cadeau de remise des diplômes, quelque chose pour marquer un souvenir qu'elle portera avec elle. Léla veut refuser, mais Claudine insiste, son ton ferme mais gentil, ne laissant aucune place pour le refus. Le duc marche à travers la ville sur un devoir important. Ses yeux saisissent un aperçu d'un magnifique collier exposé derrière du verre. Et elle brille dans la lumière du soleil, délicat et exquis, mais il continue sans hésiter, son esprit déjà occupé par les tâches de la journée. À la maison de Bill, l'humeur est animée et anxieuse. Une servante l'aventit. Des rumeurs circulent selon lesquelles Léla doit assister à la fête de la duchesse, et des rumeurs circulent selon lesquelles Claudine traite Léla comme son petit animal de compagnie. Elle se souvient que Claudine, depuis son enfance, a appelé Léla chaque fois que l'ennui la frappait, et maintenant cette invitation à un rassemblement de dames nobles ajoute au poids de l'attente. L'acte peut être appelé gentillesse, mais pour quelqu'un comme Léla, cela peut sembler intimidant. Bill réfléchit tranquillement, sachant que Léla n'est pas facilement intimidée. Elle a juste besoin de se montrer brièvement, de faire une apparition et de partir sans incident. Et la servante le considère indifférent et commente combien de temps il l'a élevé, suggérant qu'il devrait mieux comprendre maintenant. La servante murmure que ses pensées semblent infinies, que même lorsque Léla se mariera, aura des enfants et qu'il finira par mourir, il restera pris au piège de cette constante contemplation. Elle propose finalement qu'ils achètent à Léla une belle robe, une surprise qui honorera sa présence à la fête. Bill est surpris, sachant qu'elle refuserait s'il l'offrait directement, ne voulant pas être endettée. Et la servante le rassure qu'elle la donnera à Léla elle-même. Elle tend la main, et Bill produit un sac rempli d'argent, qu'elle remarque avec légère surprise. Elle se moque de lui en disant qu'il devrait garder ses fonds dans une banque plutôt que dans l'ancien sac, mais il insiste sur le fait que la cabane d'Harvey est beaucoup plus sûre. Ils savent tous deux que si Léla découvrait cela, elle serait furieuse, mais la servante promet de le garder secret jusqu'au jour de la fête. Elle organise l'argent, elle demande des fonds supplémentaires, notant que Léla aura besoin de plus qu'une robe pour faire face à un tel rassemblement. Bill oblige, en ajoutant suffisamment pour tout ce qui pourrait être nécessaire, tout ce qui est nécessaire pour rendre sa présence remarquable. Léla arrive à l'instant même, entre dans la cabane et prend note de son entourage. Bill et la servante cachent rapidement le sac et l'argent. Elle est surprise de voir Mona, la femme de ménage, qui a apporté une petite sélection de collations. Léla pendant un moment pour partager un repas rapide, mais Mona refuse, insistant sur le fait qu'elle doit partir. Bill demande silencieusement quel est son plan pour l'invitation, et Léla décide simplement de faire une brève apparition et de partir, mentionnant qu'elle assistera avec Kyle puisque le docteur Hetman est également présent.
Bill éprouve une satisfaction silencieuse en sachant que le jeune homme gagne enfin sa veille. Et elle lui demande s'il lui faut quelque chose d'autre, peut-être une robe, mais elle refuse, ayant seulement l'intention de venir pour un court laps de temps. Bill ne peut s'empêcher de se demander à quel point elle a choisi, réalisant que plus l'événement est important, plus il est important. Son rire est léger, un défi doux, car elle insiste sur le fait que son uniforme scolaire sera suffisant et qu'elle ne veut pas être un fardeau. Bill reconnaît la lutte silencieuse en elle, la façon dont elle essaie d'imposer la maîtrise de soi, et bien qu'il souhaite pouvoir la consoler, il ne trouve pas les mots. Madame Mona avait toujours eu raison à propos de Léla. Léla, en ressentant son inquiétude, lui tient doucement la main, lui assurant qu'elle est bien. Elle la considère comme fragile mais puissante dans sa résolution calme, et se demande dans une pensée fugace qui réconforte vraiment QI. Et la nuit tombe, et Léla se réveille brusquement d'un autre cauchemar vif. Elle est transportée vers elle. L'enfance, la vague d'un parent à un autre, la persécution, les coups et la peur constante d'être abandonnée. À l'époque, la seule façon de survivre était de travailler sans pause, de bouger tranquillement et rapidement, de rester aussi invisible que possible. Elle pratique le sourire même quand les larmes menacent de couler, forçant la luminosité sur la tristesse parce que le monde n'a pas de place pour un orphelin pleurant. Finalement, elle traverse la frontière seule à Berre, saisissant le dernier espoir qu'elle a, sachant que l'échec pourrait la conduire directement à un orphelinat. Elle force un sourire ce jour-là, se souvient d'avoir rencontré les yeux aimables et sympathiques de l'oncle Bill, et ressent la chaleur d'une famille. Encore une fois, elle peut enfin appeler à sa propre. Ces moments sont gravés en permanence dans sa mémoire. Léla ouvre sa fenêtre à la brise fraîche du matin. La soirée de la duchesse l'attend ce soir. Et la nervosité persiste mais est atténuée par la détermination. Elle a l'intention d'assister courageusement et de partir rapidement, évitant toute attention inutile. Pendant qu'elle prépare le petit déjeuner, elle pense tranquillement à Lady Claudine, imaginant qu'elle ne pourrait jamais comprendre cette vie façonnée par la survie et la peur. Bill remarque son lever tôt et la salue chaleureusement. Pour lui, pour cette petite cabane remplie de soins et de confort, elle est prête à tout. Comme un serviteur prépare le duc à la fête, il note que tout s'est bien passé. Il ajoute que quelqu'un est parti il y a environ 1 heure, donc les articles auraient dû être livrés maintenant. Le duc reconnaît le travail avec un signe de gratitude silencieux, son esprit se tournant déjà vers d'autres questions. Et la nouvelle que Léla a été invitée à la fête lui parvient par l'intermédiaire de sa mère. Il entend les louanges de la gentillesse et de la générosité de Claudine, et bien que l'idée lui paraisse absurde, il ne s'y oppose pas. Il imagine le spectacle s'il garde le silence. Mais le duc décide que le plaisir doit rester seul, il ne sait pas comment partager ce qui lui appartient, et l'idée de laisser quelqu'un d'autre prendre ce plaisir l'irrite. Pendant ce temps, les cadeaux préparés par le chef au nom de Bill sont transférés à la chambre du duc paraissant, tandis que les articles de remplacement sont transformés en cadeaux de Bill et livrés à la cabine. Essant demande ce qu'il faut faire des objets restants. Le duc leur ordonne simplement de les jeter, indifférent à leur sort. À l'autre extrémité, Léla examine les cadeaux avec un mélange de respect et Bill note à lui-même qu'il s'attendait à ce que Madame Mona y réfléchisse. Même à ses yeux inexpérimentés, les vêtements, les chaussures, les gants et l'employé du magasin qui les livrait personnellement indiquent un prix élevé. Pourtant, il se rappelle qu'il a dépensé assez généreusement. Le plus important est que Léla puisse assister à la fête sans se sentir déplacée. Et elle s'assure que la manipulation élimine tout besoin de s'inquiéter pour elle, bien qu'il regrette son habitude de s'inquiéter de chaque détail. Léla regarde l'ensemble avec attention, en acceptant que c'est bien plus qu'elle ne s'y attendait. Bill note que l'effort n'est qu'un jour et qu'elle n'a l'intention de faire qu'une brève apparition avant de revenir. Il est surpris de sa modestie et de sa préoccupation et se rappelle intérieurement qu'elle n'aime jamais être un fardeau. Bien que ses cadeaux semblent extravagants, il sait qu'ils sont petits en taille, comparés à ce qu'il aimerait lui donner si les circonstances le permettaient. Pourtant, il ne peut pas résister à la tentation de sa détermination. Il réfléchit à ce qu'il ferait s'il refusait. Il pourrait jeter complètement les objets, et elle ne les reverrait plus jamais. Un peu de regret frappe immédiatement à mesure qu'il se rend compte. Peut-être a-t-il parlé trop durement. Quelqu'un l'appelle, et il se retourne pour voir Kyle s'approcher. Bill révèle qu'il a toujours pensé que le jeune homme vorace resterait un enfant pour toujours. Pourtant, maintenant, bien habillé, Kyle se comporte comme un gentleman. Bill répond avec son ambiguïté habituelle, et Kyle remarque que la fête est sur le point de commencer. Bill, reprenant la sérénité, ordonne à Kyle de rester concentré. Aujourd'hui, il va le remplacer et doit assumer la responsabilité de protéger Léla. Kyle signe la tête, promettant silencieusement de prendre soin d'elle. Léla se rapproche de Kyle, se demandant si elle semble étrange, remarquant que ce type de tenue est inconnu. Elle hésite, mais il insiste avec une fermeté calme appropriée à l'occasion, lui rappelant de le voir comme son compagnon pour la soirée, pas seulement un ami. Elle l'accepte, résolue à faire de son mieux,
et partage un bref adieu affectueux à son oncle alors qu'ils partent ensemble. Une fois à l'intérieur de la grande salle, Leila s'arrête de nouveau, cherchant à être rassurée par son apparence. Kyle confirme son équilibre, l'encourageant à lui faire confiance et à suivre son exemple. Elle le fait, prête à mettre de côté ses inquiétudes. De loin, le duc l'observe. Commentez Leila ci-dessous pour la deuxième partie.